Il y a 3 mois, je vivais dans une maison de 4,2 millions de dollars en Californie avec ma femme et mes enfants. Aujourd'hui, je tiens une lettre qui révèle que toute ma vie a été un mensonge. Et la femme qui m'a détruit pourrait bien m'avoir sauvé la vie sans même le savoir. Je m'appelle Fletcher Morrison, j'ai 47 ans. Jusqu'à récemment, j'étais expert en assurance commerciale à Pasadena, le genre d'homme qui passait ses journées à évaluer les désastres des autres et à les aider à reconstruire. J'avais ce que beaucoup appelleraient le rêve américain. Une épouse magnifique, Cordelia, avec qui j'étais marié depuis 18 ans. Des jumeaux, Queenland et Brenna, âgés de 16 et 14 ans, brillants et au centre de mon univers. Nous vivions dans une superbe maison perchée sur les collines, avec une vue qui embrassait toute la ville, s'étalant sous nos yeux comme un tapis de lumière. Je croyais savoir exactement qui j'étais. Fletcher Morrison, fils de Wilfred Morrison, une bibliothécaire discrète qui m'avait élevé seul après la mort de mon père dans un accident de voiture lorsque j'avais 12 ans. Mon père était censé être un homme ordinaire, ouvrier du bâtiment, mort trop jeune, laissant ma mère se débrouiller avec le salaire modeste d'une bibliothécaire. Nous n'avions pas grand-chose en grandissant dans l'Ohio, mais elle a toujours veillé à ce que je ne manque de rien. Elle était ce genre de femme qui se souvenait de tous les anniversaires, qui classait les albums photos par année, qui s'assurait que je mange mes légumes et que je fasse mes devoirs. Cordelia était mon amour de jeunesse. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 17 ans et elle 16. Nous étions tombés amoureux comme seuls les adolescents savent le faire, avec tout ce qu'ils ont. Ambitieuse, belle, elle avait ce don d'entrer dans une pièce et d'attirer tous les regards sans rien avoir à faire. Après l'université, elle s'était lancée dans l'immobilier, où elle excellait. Ensemble, nous avions construit notre vie, brique par brique, année après année. Les enfants étaient arrivés. Nous avions déménagé en Californie pour de meilleures opportunités, acheté la maison de nos rêves, inscrit Queenland et Brenna dans des écoles privées. Queenland était notre athlète vedette, un colosse d'1,88 m, rappelant apparemment son grand-père que je n'avais jamais vraiment connu. Déjà repéré par des universités alors qu'il n'était qu'en seconde, il brillait au basket. Brenna, elle, était l'artiste de la famille, comme ma mère l'avait été à sa manière discrète. Elle pouvait tout dessiner et avait cette façon de voir le monde qui vous obligeait à regarder différemment. Pendant 47 ans, c'était mon histoire. Voilà qui j'étais. Fletcher Morrison, père de famille, expert en assurance, ancien gamin de l'Ohio ayant réussi en Californie. Je n'avais aucune raison de douter. Jusqu'au jour où tout a commencé à s'effondrer. Cela avait commencé 18 mois plus tôt, par de petites choses. Cordelia recevait des appels et sortait pour y répondre. Elle rentrait de plus en plus tard du travail, invoquant de nouveaux clients, des affaires plus importantes. Elle me regardait différemment, comme si j'étais devenu un étranger. La chaleur que nous avions partagée pendant près de 2 décennies s'éteignait peu à peu, jusqu'à ce que je me sente toléré plus qu'aimé. Les enfants le remarquaient aussi. Queenland me demandait pourquoi maman semblait toujours en colère. Brenna passait plus de temps enfermée dans sa chambre, dessinant des familles brisées, même quand elle souriait. Je croyais à une phase, une crise de milieu de vie, peut-être du stress au travail. J'ai essayé de parler à Cordelia, de planifier des sorties, de rallumer cette flamme. Mais rien ne fonctionnait. Pire, mes efforts semblaient la rendre plus distante encore, plus hostile. Puis sont arrivés les papiers du divorce. Pas seulement un divorce, mais une attaque en règle contre tout ce que je croyais être. Selon l'avocate de Cordelia, j'étais un joueur compulsif, noyé dans des dettes cachées. Financièrement irresponsable, potentiellement dangereux, et certainement inapte à garder la garde de nos enfants. Ils avaient des relevés bancaires, des reçus de casino portant ma signature, des témoignages affirmant que j'avais emprunté de l'argent sans le rendre. Rien de tout cela n'était vrai. Pas un mot. Et pourtant, la documentation semblait inattaquable. Le tribunal fut un cauchemar. Assis là, j'ai vu ma vie se faire démanteler par des avocats qui parlaient de moi comme si j'étais un criminel. Ma propre femme, la mère de mes enfants, celle avec qui j'avais partagé mon lit pendant 18 ans, refusait même de me regarder. Quand la juge attribua à Cordelia la maison, la garde principale et même mes actifs professionnels, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Le pire arriva après, devant le tribunal. Cordelia s'approcha avec un sourire froid, satisfait. Elle se pencha vers moi et murmura « Tu ne reverras jamais Queenland et Brenna. »
Le mois prochain, je les emmène à Portland. Et tu n'as plus l'argent pour te battre. Là, j'ai compris que ce n'était pas qu'un mariage qui s'écroulait. C'était quelque chose de calculé, de cruel, que je ne comprenais pas encore. En 6 semaines, j'avais tout perdu. Ma maison, mes enfants, mon travail, même ma licence d'assureur, révoquée à cause des accusations financières fabriquées de toutes pièces. Il ne me restait qu'une option, retourner dans la maison de ma mère, vide depuis sa mort 2 ans plus tôt. J'ai entassé le peu qu'il me restait dans ma Honda Civic, et j'ai roulé 1200 miles, jusqu'à l'Ohio, que je n'avais plus vu depuis mes 18 ans. C'est là que commence vraiment mon histoire. Chaque compte client avait été vérifié, chaque centime justifié. Et pourtant, l'avocate de Cordelia disposait de documents prouvant le contraire. Quand je l'ai confrontée ce soir-là, elle rangeait nos affaires dans des cartons, méthodiquement, comme une machine. « Cordelia, qu'est-ce que c'est que ça ?» J'ai brandi les papiers de divorce, les mains tremblantes. Accusations de dépendance au jeu, de vol. Tu sais que rien de tout cela n'est vrai. Elle n'a même pas levé les yeux de ses vêtements qu'elle pliait. Je sais ce que je sais, Fletcher. Les relevés bancaires ne mentent pas. Quels relevés bancaires? Montre-les-moi. C'est alors qu'elle s'est tournée vers moi. Dans ses yeux, je n'ai vu ni colère ni tristesse, mais une froideur calculatrice qui la rendait méconnaissable. « Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé », a-t-elle murmuré. « Peut-être que tu ne l'as jamais été. » Les 6 semaines suivantes ont été un brouillard de rendez-vous juridiques, de révision de dossiers, à regarder ma vie se faire disséquer par des inconnus. L'avocate de Cordelia, une femme élégante nommée Patricia Voss, présentait des preuves impossibles à contrefaire. Relevés bancaires montrant des retraits que je n'avais jamais faits, reçus de casinos portant ma signature dans des lieux où je n'avais jamais mis les pieds. Relevés de cartes de crédit pour des sites de jeux en ligne que je n'avais jamais visités. Mon avocat, Robert Chen, un type honnête que j'avais déjà consulté pour mes contrats professionnels, secouait la tête en parcourant le dossier. « Fletcher, je dois te demander, est-ce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans? Si tu as caché des dettes de jeu, il faut me le dire maintenant, qu'on puisse limiter les dégâts. Rob, je le jure sur la vie de mes enfants, je n'ai jamais parié plus qu'un billet de tombola d'église. Quelqu'un me piège, et je ne comprends ni comment ni pourquoi. Mais les preuves s'accumulaient. Des témoignages prétendant que j'avais emprunté de l'argent sans le rendre. Un collègue jurant m'avoir vu parier sur mon téléphone à la pause déjeuner. Même mon voisin, Jerry Holbrook, avec qui j'avais bu des bières des dizaines de fois, signait un affidavit m'accusant de comportement erratique et désespéré. Le plus dur, c'était de voir mes enfants. Quinlan se mettait à m'éviter, passait plus de temps chez des amis, me répondait par monosyllabes quand j'essayais de lui parler de basket ou d'école. Brenna continuait de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit, mais je voyais la confusion dans son regard, la lutte intérieure entre le père qu'elle connaissait et l'image qu'on lui dressait. L'évaluation pour la garde fut une humiliation. Une psychologue nommée Dr Martinez, mandatée par le tribunal, passa 3 heures à m'interroger sur ma santé mentale, ma relation avec mes enfants, mes habitudes financières. Elle restait professionnelle mais distante, et je voyais bien qu'elle avait lu toutes les accusations de Cordelia avant même que je franchisse son bureau. « Monsieur Morrison, » dit-elle d'une voix neutre, « l'addiction s'accompagne souvent d'un déni profond. Beaucoup de joueurs compulsifs deviennent très habiles à cacher leur comportement à leurs proches. Docteur, je comprends, mais je ne suis pas dans le déni. Je ne suis pas un joueur. Je vous dis la vérité. » Elle nota quelque chose, promettant d'inclure mes déclarations dans son rapport. L'audience finale eut lieu un mardi de novembre. J'ai pris la route vers le tribunal en sachant que j'allais probablement perdre mes enfants, tout en gardant l'espoir insensé que la vérité finirait par apparaître. La salle d'audience était glaciale, impersonnelle, loin des scènes de cinéma. La juge Patricia Winters, la soixantaine, avait ce regard fatigué de quelqu'un qui avait déjà vu trop de familles s'effondrer pour être encore surpris par quoi que ce soit. L'avocate de Cordelia déroula son dossier avec une précision chirurgicale. Relevés bancaires, témoignages, expertise sur l'impact de la dépendance au jeu dans les familles. Elle dressa le portrait d'un homme menant une double vie, un addict qui volait ses clients et mentait à tous ceux qui lui faisaient confiance. Mon avocat fit de son mieux avec ce que nous avions, c'est-à-dire presque rien, sinon ma parole contre une montagne de documents.
Il souligna les incohérences de certains témoignages, mit en doute la chronologie de quelques transactions, rappela que les preuves restaient circonstancielles. Mais ce n'était pas suffisant. La juge Winters accorda à Cordelia la garde principale, la maison et la majorité de nos biens. Quant à moi, je n'obtins que des visites surveillées un week-end sur 2, conditionnées à un programme de traitement contre l'addiction et à un suivi financier. En quittant le tribunal, Cordelia me rattrapa sur le parking. Elle souriait, oui, souriait, lorsqu'elle m'asséna le coup de grâce. « Tu ne reverras plus jamais Quinlan et Brenna. Je les emmène à Portland le mois prochain. Et tu n'as pas l'argent pour me combattre. » Ce soir-là, je me suis assis dans mon appartement vide, incapable de comprendre comment ma vie avait pu devenir méconnaissable en moins d'1 an. Revenir dans la maison de ma mère ressemblait à entrer dans une capsule temporelle. Tout était resté tel qu'elle l'avait laissé en mourant 2 ans plus tôt. Sa tasse à café encore dans l'égouttoir, ses lunettes repliées sur la table près de son fauteuil préféré, ses chaussons parfaitement alignés au pied du lit, comme si elle allait revenir d'un instant à l'autre. Pendant les premières semaines, je n'ai presque pas quitté le canapé du salon. Chaque matin, je me réveillais en espérant que ce n'était qu'un cauchemar, que j'ouvrirais les yeux dans ma chambre californienne, avec Cordelia dormant à mes côtés et les enfants se préparant pour l'école dans le couloir. Mais chaque fois, c'était la même tache d'humidité au plafond qui me rappelait que cette vie-là était finie. La dépression s'est abattue sur moi comme un poids physique. Certains jours, je n'arrivais même pas à me lever pour me doucher ou préparer du café. Je restais allongé, fixant le plafond, obsédé par Quinlan et Brenna. Qu'est-ce que Cordelia leur disait? Pensait-il que je les avais abandonnés? Croyait-il les mensonges sur le jeu et le vol? Après 1 mois de ce marasme, quelque chose s'est brisé en moi. Peut-être la voix de ma mère résonnant dans ma tête. Elle répétait toujours que les problèmes ne se résolvent pas en les ignorant. Peut-être l'instinct de survie. Quoi qu'il en soit, j'ai compris que si je voulais retrouver mes enfants, il me fallait de l'argent. Mon seul atout était cette maison. Elle avait besoin de travaux. Ma mère l'avait entretenue du mieux qu'elle pouvait, mais à plus de 70 ans, beaucoup de choses lui échappaient. La cuisine à rénover, la salle de bain à moderniser, et des murs ternis qui réclamèrent de la peinture. Si je voulais la vendre pour financer une bataille judiciaire, il fallait la remettre à neuf. Je me suis jeté corps et âme dans les rénovations. J'ai arraché du papier peint, poncé les planchers, repeint chaque pièce. Le travail manuel m'apportait une énergie nouvelle, après des mois passés dans les bureaux d'avocats à me sentir impuissant. Chaque clou enfoncé, chaque mur rafraîchi était un petit acte de résistance contre ceux qui voulaient en me détruire. Le sous-sol fut la dernière partie. Ma mère l'utilisait comme débarras, rempli de boîtes entassées, décorations de Noël, albums photos, mes projets d'école primaire qu'elle avait conservés. C'était douloureux de fouiller dans tout cela, mais étrangement réconfortant aussi. Cela me rappelait qui j'étais vraiment, et la femme honnête et forte qui m'avait élevé. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange près de la chaudière. La chaudière se trouvait dans un coin du sous-sol. Un vieux modèle au fioul converti au gaz dans les années 1990, mais jamais déplacé. Pourtant, le sol en béton autour avait un aspect différent. Des traces de griffures récentes, de la poussière déplacée. On aurait dit que la chaudière avait été bougée, récemment. Impossible. Ma mère était morte depuis 2 ans, et déjà fragile avant ça. Cet engin pesait plusieurs centaines de kilos. Pourquoi l'aurait-elle déplacé? Et comment? Tout indiquait pourtant qu'elle l'avait été. Les marques au sol, les éraflures sur le métal. J'ai passé une après-midi entière à chercher comment la déplacer. Débrancher la conduite de gaz m'a glacé de peur. J'ai utilisé un diable, des leviers, et dans un effort terrible, j'ai réussi à l'écarter d'1 mètre. Mon dos hurlait, mais ça en valait la peine. Derrière, incrusté dans le mur de béton, se cachait un petit coffre-fort. Un modèle à combinaison, d'une 30aine de centimètres de côté, peint du même gris que le mur pour se fondre dans le décor. Le métal était usé, comme s'il avait été ouvert des dizaines de fois au fil des ans. Pas de marque, pas d'indication d'origine. Je suis resté figé, le cœur battant. Combien de temps était-il là? Pourquoi ma mère ne m'en avait-elle jamais parlé? Qui avait-il d'assez précieux pour être dissimulé ainsi? La molette comportait 100 numéros. 10 000 combinaisons possibles, un casse-tête interminable. Puis un souvenir m'est revenu. Chaque année, à mon anniversaire, le 15 mars, ma mère m'appelait à 7h23 précise. Pas 7h30,
Pas 7h15. 7h23, l'heure exacte de ma naissance. Elle disait vouloir célébrer le moment précis où j'étais venu au monde. 15 mars 1977. 03 577. Les mains tremblantes, j'ai tourné la molette. À droite, 03, à gauche, 15, à droite, 67. Un déclic discret, et la lourde porte s'est ouverte. Le coffre était plus profond qu'il n'y paraissait, bourré jusqu'à ras-bord. La première chose que j'ai vue, ce fut l'argent. Des liasses de billets de $100, certaines jaunies, d'autres neuves. En comptant, mes doigts tremblaient. 847 000 $. Sous les billets, des papiers. Plusieurs permis de conduire, tous avec la photo de ma mère, mais sous des noms différents. Isabella Reyes, Nouveau-Mexique, Maria Santos, Arizona, Catherine Walsh, Nevada. À chaque fois, c'était bien elle, à différents âges. Des cartes de sécurité sociale correspondantes, des certificats de naissance, même un passeport au nom d'Isabella Reyes daté de 1988. Tous semblaient authentiques, pas de simples faux. Ma mère, Wilfred Morrison, avait donc vécu sous plusieurs identités pendant des décennies. Au fond du coffre, une enveloppe cachetée avec mon nom écrit à la main. Pas un faux nom, pas un alias, juste Fletcher, tracé de son écriture familière, la même que sur mes cartes d'anniversaire. Je me suis assis sur le sol froid, incapable de respirer, et j'ai déchiré l'enveloppe. 3 pages manuscrites. La première phrase m'a glacé le sang. Mon cher Fletcher, si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin retrouvé, et que je ne suis plus là pour te protéger. La suite détruisait tout ce que je croyais savoir. Mon vrai nom était Fletcher Castellano. Mon père n'était pas mort dans un accident quand j'avais 12 ans. Il s'appelait Vincent Castellano, et il avait été assassiné par la mafia de Torino à Chicago, le 18 septembre 1989. Ma mère avait tout vu. Elle devait mourir avec lui, mais elle avait fui, m'avait emmené, et 3 mois plus tard, elle avait témoigné devant un grand jury fédéral. Nous étions entrés dans le programme de protection des témoins en janvier 1990. Elle était devenue Wilfred Morrison, j'étais devenu Fletcher Morrison, et nous avions refait notre vie à Akron, Ohio. Le gouvernement nous avait donné de nouvelles identités, une allocation modeste et la promesse d'une sécurité à condition de couper tous les ponts avec le passé. Soudain, tout s'éclairait. Ses économies mystérieuses, son silence sur notre vie d'avant, ses leçons de méfiance constante. Ce n'était pas de la prudence maternelle, c'était de la survie. À la fin de la lettre, il y avait un numéro, souligné 3 fois en rouge. Elle m'ordonnait d'appeler Marshal Theodore Vance, du service des US Marshals. Dis-lui que tu es le fils de Vincent Castellano, et que tu es prêt à finir ce que nous avons commencé. Je n'avais jamais eu aussi peur, mais j'ai composé le numéro. Marshal Vance décrocha à la 2e sonnerie, comme s'il attendait mon appel depuis 35 ans. Vance? Marshal Vance? Ici Fletcher Morrison, mais je crois que mon vrai nom est Fletcher Castellano. Un silence, puis une inspiration profonde. Fils, j'attends ton appel depuis la mort de ta mère. Où es-tu? Dans sa maison, à Akron. Je suis assis à côté du coffre ouvert. Ne touche plus à rien. Ne parle à personne. Et ne quitte pas cette maison. J'arrive dans 4 heures. Marshal Vance était un homme grand, aux cheveux grisonnants, dans la 60aine. On lisait sur son visage qu'il avait déjà affronté toutes les formes du mal humain, et qu'il ne s'y était jamais vraiment habitué. Il arriva avec 2 autres agents fédéraux. Pendant 6 heures, ils examinèrent tout ce que ma mère avait laissé. Photos, documents, preuves soigneusement consignées. Ils m'interrogèrent longuement sur ma vie en Californie. « Votre mère était l'une des femmes les plus courageuses que j'ai connues, » me dit Vance, assis à la table de la cuisine, vers minuit. Elle savait qu'un jour, il finirait par retrouver son fils. Elle s'est préparée pour ça. L'argent, la combinaison basée sur votre anniversaire, même ces détectives privés qu'elle avait engagés pour vous surveiller en Californie. Elle voulait que vous découvriez tout cela au moment où vous en auriez le plus besoin. L'ampleur de ce qui m'était arrivé dépassait tout ce que j'imaginais. La famille criminelle Torino traquait depuis des décennies les témoins du procès de mon père. Mais au lieu de les tuer directement, trop risqué, ils avaient appris à détruire les vies autrement. Manipuler les proches, semer le chaos financier et légal, ruiner les réputations. Ils travaillent sur ton dossier depuis au moins 5 ans, expliqua Vance. Ils ont trouvé Cordelia par ses contacts immobiliers.
D'abord des affaires légitimes, puis peu à peu, ils l'ont entraîné ailleurs. Les détectives engagés par ma mère avaient accumulé leurs propres preuves. Enregistrement de Cordelia rencontrant des hommes liés au Torino, transfert d'argent, faux documents, témoins payés pour mentir sur moi. Tout l'édifice de mensonges avait été méthodiquement construit. Mais les Torino n'avaient pas prévu un détail. La mort naturelle de ma mère 2 ans plus tôt avait déclenché des protocoles du Marshal Service. Le quartier était surveillé depuis, en attendant qu'on me force à revenir. Le lendemain matin, la nouvelle tomba. Cordelia avait été arrêtée à Portland, avec 3 hommes qui la suivaient. Elle croyait travailler avec des enquêteurs privés pour obtenir un meilleur divorce. Elle ignorait qu'ils étaient aussi liés au crime organisé, jusqu'à ce que les fédéraux le lui révèlent. Elle a accepté de témoigner, m'annonça Vance autour d'un café. Elle est autant victime que vous. Ils l'ont convaincue que vous aviez des dettes de jeu et une double vie. Ils lui ont montré de faux dossiers, l'ont manipulé par la peur, puis l'ont utilisé pour vous détruire. Le plus difficile fut d'appeler mes enfants. Quinlan et Brenna étaient chez la sœur de Cordelia, inquiets, perdus. « Papa ?» dit Quinlan d'une voix fragile, loin du jeune athlète sûr de lui que je connaissais. « Hé, champion, je sais que tout ça est très confus, mais je veux que tu saches que tout ira bien. Ta mère et moi vous aimons plus que tout, et rien n'est de ta faute. Est-ce que tu es vraiment accro au jeu ?» demanda Brenna timidement. « Maman a dit que tu avais volé de l'argent. » »« Non, ma chérie, je n'ai jamais joué, je n'ai jamais volé. De très mauvaises personnes ont menti pour nous faire du mal. Mais elles ont été arrêtées. On sera bientôt de nouveau ensemble. Il fallut 6 mois pour tout démêler légalement. Les preuves accumulées par les enquêteurs de ma mère, combinées aux témoignages de Cordelia et au dossier fédéral contre les Torino, suffirent à blanchir mon nom. Les faux relevés furent dénoncés, les témoins revinrent sur leurs mensonges. Ma licence d'assureur me fut restituée avec des excuses officielles. Cordelia et moi ne retrouverons jamais ce que nous avions. Trop de blessures, trop de mensonges, trop de confiance brisée. Mais nous travaillons ensemble pour aider nos enfants à comprendre. Elle suit une thérapie pour affronter la culpabilité d'avoir été manipulée. Moi, j'apprends à réapprendre la confiance. Nous avons récupéré nos enfants. C'est tout ce qui compte. La maison d'Ohio a été vendue, assez pour acheter une demeure plus modeste en Californie et constituer des fonds pour l'université de Quinlan et Brenna. Quinlan a réintégré son équipe de basket. Malgré l'année perturbée, des recruteurs s'y intéressent encore. Brenna dessine à nouveau des couleurs, même si ses œuvres parlent encore souvent de familles cabossées mais debout. Je pense à ma mère chaque jour, à son sacrifice pour me donner une enfance normale, au courage qu'il lui fallut pour témoigner contre des meurtriers, puis vivre 35 ans à regarder par-dessus son épaule. Elle m'a sauvé 2 fois, à 12 ans et à 47. Je n'ai jamais eu l'occasion de la remercier. L'an prochain, le procès des Torino s'ouvrira, et je témoignerai comme elle l'avait fait. Mais cette fois, je ne fuirai pas. Cette fois, nous finirons ce qu'elle avait commencé. Parfois, le pire qui nous arrive nous conduit exactement là où nous devons être. Ma mère le savait. Et même depuis l'au-delà, elle a trouvé un moyen de protéger son fils.